Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors on va parler de ce grand auteur Ernst Junger, l'un des le plus français des écrivains allemands, avec François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Bonjour François Bousquet. Bonjour Corentin. Et nous sommes avec Claude Bourrinet. Bonjour Claude Bourrinet. Bonjour. Vous êtes enseignant et donc auteur de ce livre, Ernst Junger. Je ne suis plus enseignant. Comment? Vous n'êtes plus enseignant, ex-enseignant. J'essaie d'oublier. Vous essayez d'oublier. En tout cas, vous nous J'essaie d'oublier d'avoir été enseignant. Vous nous enseignez, en tout cas, bon, quoi, sur Ernst Junger dans ce livre, Journaux de guerre, Ernst Junger dans le ventre du Léviathan aux éditions Perspective Livre. Alors, vous en parlez dans votre livre. Comment vous avez rencontré Ernst Junger, qui est, vous le dites, hein, l'un des plus français des écrivains allemands et qui a évidemment influencé une bonne partie de la nouvelle droite et puis de la droite en général, la droite française. Oui, le paradoxe, c'est que Ernst Junger est plus, on va dire, coté, plus apprécié en France qu'en Allemagne. J'ai lu un livre de Joachim Fest, un grand spécialiste de l'Allemagne nazie, allemand, et il passe sur Ernst Junger de manière assez cavalière, en l'accusant d'avoir été un proto-nazi, exactement comme a fait récemment Monsieur Onfray. Ce qui est ridicule, mais on va revenir d'ailleurs là-dessus, sur ces accusations. Et qu'il n'a sans doute pas lu, hein, et qui le traite qu'il accuse d'être un nazi, parce qu'il prenait sa douche, une douche glacée chaque jour. Un bain glacé, je crois même. Un bain glacé chaque jour. On sait que les fascistes ont cette coutume. Et qui plus est, a eu l'insolence de vivre jusqu'à 103 ans. Alors on sait que les fascistes vivent très longtemps. Alors ça a scandalisé Monsieur Onfray. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à écrire le livre. De certaine façon, il y a une autre cause. C'est une cause littéraire. Alors je suis pas un spécialiste d'Ernst Junger, bien que je l'apprécie. Bon, j'ai lu comme tout le monde Orage d'acier, qui est une œuvre extraordinaire. Et la guerre comme expérience intérieure. Hein. Voilà, donc Orage d'acier où il décrit la guerre, donc c'est sorti en 1920, c'est juste après la Première Guerre mondiale, et il raconte donc. Oui, c'est son père qui l'a poussé à exploiter ses carnets de guerre, hein. Exactement comme les carnets de guerre d'autres soldats sur le tas. Bon, il prenait des notes un peu à la va-vite, hein. Et là, il a fait œuvre d'écrivain. Il s'est révélé un véritable écrivain. Et justement, plus qu'écrivain, si vous dites véritablement, c'est véritablement un poète. Mais dans la tradition antique, les poètes étaient ceux qui donc déclamaient, racontaient des exploits militaires. Et lui, il s'inscrit véritablement dans cette tradition du poète antique, Ernst Junger. Voilà, tout à fait. C'est un amoureux des muses. Comme l'explique le regretté Fumaroli, c'est plutôt William Marx, qui est professeur au Collège de France, dans un ouvrage fondamental qui s'appelle La haine de la littérature. Il fut un temps où les écrivains étaient, pour ainsi dire, en connexion, je vais dire, c'est un mot terrible, mais enfin bon, en connexion avec les dieux. Et des gens comme Platon, les philosophes, plus tard, les économistes, les industriels, les politiques, etc., ont essayé de gommer, d'évacuer cette dimension de l'écrivain. Et il semblerait, enfin, à la suite du romantisme allemand, hein, Ernst Junger a renoué avec cette tradition, comme nous en France, par exemple, un Nerval. Hein. Un Nerval ou un Baudelaire, hein, d'une certaine manière. Bon, Junger était un grand lecteur de Baudelaire. Hein. Alors, François Bousquet. Mais c'est pas ce qui est le plus frappant dans les Orages d'acier de Junger, enfin, à ceci près que la foudre de Jupiter, hein, est en métal. Hein. C'est la dimension poétique, panthéiste de Junger va se cristalliser plus tardivement. Alors, bon, il faut
pour comprendre que Junger n'a pas changé de la Première Guerre mondiale à la Deuxième, et il faut se remémorer la nouvelle d'Edgar Poe qui s'appelle Descendre dans le Maelstrom. Parce qu'on a Junger là. Excusez-moi. Alors, oui. Il faut absolument lire cette nouvelle qui est vraiment fascinante. Hein. Le narrateur personnage se trouve au cœur d'un tourbillon cosmique, hein, on va dire gigantesque, où les bateaux sont emportés, etc. Et il est avec son frère. Et son frère panique. D'ailleurs, au point de trahir le narrateur. Et il s'accroche à un boulon. En fait, il va être emporté par le bateau tourbillonnant, tandis que le personnage narrateur, lui, a gardé son sang-froid, on va dire sa tranquillité d'esprit. Il observe ce qui se passe, c'est-à-dire quelque chose de sublime, le déchaînement des éléments, hein, exactement comme durant la Première Guerre mondiale, et il trouve une issue, c'est-à-dire de se jeter avec un tonneau de façon à être emporté, et c'est ce qui le sauve. De cette même manière, on retrouve un peu le principe de Jésus-Christ, hein, c'est-à-dire qui veut gagner sa vie, la perd, et qui perd sa vie, la gagne. Je crois que là, on a tout Junger. Hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a compris, après avoir plus ou moins, on va dire, été porté lui aussi par l'air du temps, le Zeitgeist, il s'est aperçu en quoi les temps dans lesquels il vivait étaient l'apocalypse, le Léviathan, c'est-à-dire le chaos, et une période extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. Alors, ça porte d'ailleurs à expliquer pourquoi j'ai décidé de faire l'exégèse des journaux de guerre d'Ernst Junger. Moi, bon, je pars d'une problématique littéraire. Bon, moi, je suis un littéraire, je lis sans arrêt, je suis passionné de littérature, et à mesure que je vieillissais, j'ai été plutôt porté vers des ouvrages, on va dire, intimes, comme les souvenirs, les mémoires, les autobiographies, et alors surtout les journaux. Exactement comme Junger à cette époque, hein, qui lisait les journaux de Paul Léotot, ou de Gide, ou de Léon Bloy, etc. Parce que dans les journaux, on a la personne même de l'écrivain. On a une sorte de fixation du temps sur le jour même, sur l'instant, comme si on éternisait le temps qui fuit. Ça, c'est une obsession de Junger. Et d'autant plus que chaque jour, à partir de 1939, en fait, depuis la parution sur les falaises de marbre, en novembre 1939, oui, il risque la balle dans le crâne. C'est-à-dire Goebbels, disons, veut sa peau. Hein. Il a demandé à Hitler de l'éliminer. La Gestapo va lui rendre visite en 1942, notamment à propos de Nikisch, je crois, le national bolchevique, Nikisch, hein. Ernst Nikisch. Oui. Et la Gestapo va l'interroger, etc. Donc il s'attend chaque jour à être exécuté, à ce qu'il lui arrive quelque chose. Hein. Alors à ce moment-là, Adolf Hitler, il faut s'imaginer. Hitler dit à Goebbels, on ne touche pas à l'auteur d'Orage d'acier. Oui, alors voilà, d'ailleurs, ça me permet une question que je voulais vous poser justement sur cette évolution, parce que donc on l'a dit, Ernst Junger, donc Michel Onfray le qualifie de nazi, parce que évidemment ses positions sont controversées, parce que avant l'ascension d'Hitler au pouvoir en 1933, il est plutôt antilibéral, plutôt antidémocrate. On va revenir sur l'anarque, hein, sa philosophie. Il est plutôt
il fréquente les cercles nationalistes de droite, et après 33, il prend ses distances avec Adolf Hitler, et puis il écrit peut-être son roman, enfin le deuxième roman qui était absolument magnifique, donc Sur les falaises de la Marne en 1939, qui est une critique caché, plus ou moins caché quand même, allégorique donc d'Adolf Hitler, et à ce moment-là, il est quand même protégé tellement finalement c'est un monument, et tellement c'est un monument de la littérature allemande à ce moment-là. Oui, Ernst von Salomon n'a pas été inquiété non plus, pourtant il détestait les nazis. Hein. En fait, mais comment vous expliquez cette évolution d'Ernst Junger à ce moment-là? Il comprend finalement, surtout lui qui est... C'est pas son évolution n'est pas récente en 39. Hein. Alors en 23, il a été comme beaucoup d'Allemands assez frappé par le charisme d'Hitler, mais il en est vite revenu. Et on sait très bien que, je pense que ça doit être en 1926. Hitler lui a proposé une candidature un siège. au Reichstag. Oui, un siège, oui, voilà. Junger a répondu avec panache qu'il préférait écrire un beau vers plutôt que d'être élu par 600 000 imbéciles. C'est clair. Junger n'a jamais été raciste. Il a jamais été... son antisémitisme est un antisémitisme bourgeois, anti-bourgeois, un peu comme celui de Bernanos, comme beaucoup de conservateurs de l'époque, mais pas biologique. Et il a toujours méprisé. Pour lui, le nazi, c'est le démos. Le démos, attention, hein, c'est pas la démocratie. Bon, il est antidémocrate, mais enfin, tous les antidémocrates ne sont pas forcément nazis. Hein, il est plutôt individualiste face à la société. Alors François Bousquet. Oui, tout à fait. Il est plutôt aristocrate, hein, et du reste. Voilà, tout à fait, oui. Il a des pages magnifiques. Mais alors attention, aristocrate du type de la noblesse de sous Louis XIII, parce qu'il y revient souvent, notamment en parlant de Talleyrand des Réaux. Hein, il est fasciné par cette époque de l'histoire française où la noblesse n'était pas encore aplatie par la raison d'État. Et si vous permettez, Claude Borinet, sur cette question du démos, hein, et là, en fait, je vous paraphrase, hein, l'objet, c'est le totalitarisme, c'est la société massifiée, c'est le gros animal platonicien. C'est ça que Junger... Il sort du cliché libéralisme bourgeois à la française, hein, contre les méchants... le monstre nazi, Hitler, etc., ou Mussolini. Hein. Non, il n'entre pas dans cette dichotomie. Pour lui, Hitler, c'est un produit du démos. Alors le démos, c'est depuis 1789, voire avant, parce qu'il fait une critique assez aiguë, très précise de l'avènement de la modernité, à partir de la Renaissance, en fait, hein, mais surtout, ça s'est précipité avec 1789. Pour lui, il n'y a pas de véritable rupture entre l'américanisation et ce qui s'est produit en Allemagne ou en Italie, etc. Hein. C'est-à-dire, c'est le produit de la modernité, c'est-à-dire le démos, le recours au peuple. Le peuple moderne, hein. C'est-à-dire pas le peuple, le populus romain, hein, c'est autre chose. Hein. Parce que pour lui, il y a deux sortes de sociétés. Il y a une société différenciée où on a des ordres inégaux avec des fonctions différentes et une sorte de de justification par le suprahumain. Comme jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on va dire, hein, une société organique où chacun a sa tâche, un peu comme l'envisageait aussi la société prussienne. Hein, c'est un peu ça, hein, il est prussien. Junger est prussien, en fait. Même s'il n'est pas noble, il est fils d'un bourgeois.
Mais en fait, il a une mentalité prussienne. D'ailleurs, un peu comme c'est la philosophie comme Joachim Fest. Oui. C'est la philosophie de l'anarque. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est cette philosophie Alors l'anarque, moi, c'est avec Mesfield, c'est en 1977, je crois. Hein, bon, c'est bien après. Mais en fait, oui, dans la pratique, c'est un anarque. C'est-à-dire, bon, l'anarque, c'est plutôt une figure. C'est pas exactement comme le rebelle. Le rebelle, c'est dans une situation politique extrêmement dangereuse où l'État est féroce. Tandis que l'anarque, lui, peut très bien vivre dans une société comme la nôtre, c'est-à-dire relativement molle, avec un État, certes, qui surveille tout, etc. Mais c'est c'est le fait de flotter. Hein. On revient à notre maelstrom, c'est-à-dire de garder son compte à soi. Et d'ailleurs, j'insiste beaucoup dans mon livre sur l'homme intérieur. C'est-à-dire... D'où l'intérêt pour le journal. Oui, mais pour la vie aussi, le salut, je dirais. Parce qu'il parle beaucoup du salut. Hein. D'ailleurs, la dimension chrétienne est extrêmement présente. Ça gênait peut-être un peu Dominique Vénère. Il s'est converti en 1996, 2 ans avant sa mort. Et d'ailleurs, Non. Quand on lit, oui, mais bon. Ah, ben justement, parce que vous dites finalement, on comprend qu'il s'est converti parce qu'il était dans un village et parce qu'il y avait un prêtre du village et pour bien s'entendre avec le prêtre du village, quand on connaît un peu la personnalité d'Ernst Junger, on se dit que il y avait quelque chose d'autre. On ne se convertit pas. Je crois qu'il avait quasiment 100 ans, peut-être pas encore 100 ans, mais Ernst Junger ne se convertit pas pour faire plaisir à quelqu'un. En tout cas, ça faisait pas partie de sa personnalité. Là-dessus, justement, sur la conversion d'Ernst Junger, qu'en pensez-vous? Je reprends l'argumentation de Dominique Vénère, hein, c'est ce qu'il dit. Oui. Bon, moi je dis que se convertir au christianisme, c'est pas forcément aller à l'église. Peggy n'allait pas à la messe, il n'a pas fait baptiser ses enfants. On va pas dire que Peggy n'était pas catholique. Bon, hein. Junger, c'est un être libre, donc c'est pas quelqu'un qui va s'attacher aux étiquettes. Et d'ailleurs, pour lui, bon, si le diable existe, parce qu'il parle beaucoup du démon, etc., hein, Dominique Vénère dit que c'est un néoplatonicien. Mais moi, je dis, c'est plutôt du côté de Jean Blic, c'est-à-dire un théurge. C'est-à-dire, il croit à la magie, il croit aux forces démoniaques, à des forces supérieures, hein, Junger. Hein. C'est pas un positiviste. Et pour lui, le démon, c'est la sclérose de la pensée, des comportements, c'est le mécanique, c'est qui a été tout à fait favorisé par l'avènement de la technique. Hein. La technique, c'est le diable. C'est-à-dire, c'est ce qui nous fige dans des comportements fonctionnalistes, hein, fonctionnels, et qui nous fait oublier notre âme. Hein. Alors, c'est un terme, Monsieur Onfray peut-être va faire des bons en entendant ce terme d'âme. Mais non, justement, il croit à l'âme. Pour moi, l'âme aristotélicienne. C'est quelque chose qu'on a oublié depuis l'avènement de la science. Parce que où est-ce que ça se trouve, l'âme? Dans les neurones, dans les synapses, ou dans quoi? Bon, justement, c'est ce qui n'est pas mesurable en nous. Je voulais, vous avez parlé de la technique. Je vais donner la parole à François Bousquet juste après, mais vous avez parlé de la technique. Je vous ai cité un moment dans votre livre qui est très éclairant là-dessus parce que ça s'appelle quand même Journaux de guerre Ernst Junger dans le ventre du Léviathan. Et vous dites si la guerre a généré ce qu'il est devenu, c'est parce qu'elle est la mise en abîme de la modernité d'un monde où la technique a atteint un tel degré de puissance qu'elle dépasse l'homme par sa masse, son pouvoir de destruction démesuré et une logique rendant apparemment difficile voire vaine toute tentative de la contrôler. Comme l'écrit Bernanos, un monde gagné par la technique est perdu pour la liberté. Là, il y a véritablement, ça résume finalement la vision de la technique d'Ernst Junger. Je crois même qu'il y a un livre à la Nouvelle Librairie qui parle d'Ernst Junger et la technique, François Bousquet. Oui, mais alors simplement, il a quand même un petit peu changé sur cette question de la technique. Il a tout à fait changé, oui. Oui, les orages de papier. Moi, à la différence de Claude Borinet, mais le livre, c'est une magnifique méditation sur Junger et ses journaux. Je reste quand même fasciné par le livre de Junger qui s'appelle Le Travailleur, hein, qui est un livre.
Voilà, qui est traversé par une énergie, l'énergie de la technique, mais il y a la rencontre avec son frère, hein, qui a écrit La perfection de la technique, et la rencontre avec Junger, bien sûr, hein, qui va le faire réévaluer la question de la technique. Hein. Et il me semble qu'il a quelque peu changé en bien. Alors, il était très proche de son frère, effectivement, et son frère est venu le voir en 1939, ils en ont discuté. Oui, son frère était lucide. Mais en fait, il n'a pas changé. C'est-à-dire, il reconnaît, Heidegger le dit, hein, Heidegger est reconnaissant à Junger d'avoir mis l'accent sur ce triomphe de la technique dans le monde moderne, ou postmoderne, enfin pas postmoderne à cette époque, mais moderne, on va dire. Et mais c'est ça, il y a une sorte de basculement du regard. C'est-à-dire, il veut chevaucher la technique, et puis quand il s'aperçoit, parce qu'il n'a pas besoin de son frère pour voir aussi, et il voit le degré de destruction et d'asservissement de l'homme, parce que la technique, c'est pas forcément quelque chose qui est en face de nous et qu'on peut chevaucher comme un tigre. Hein. C'est aussi nous, c'est-à-dire la technique s'empare de nous et colonise notre intérieur. C'est plus qu'un vêtement. C'est notre essence. La technique, si on n'y fait pas faire attention, et d'ailleurs, il faudrait reprendre le terme peut-être d'employer Saint Bernard. Il a écrit un livre sur la considération. La considération, c'est porter un regard attentif, très pointilleux sur notre monde et sur ce qu'on est. C'est ça la considération. Et je pense que ça peut résumer la prise de position qui est celle aussi de Heidegger. Alors justement, on va revenir là-dessus le retournement de... On va revenir sur Heidegger, sur la technique et puis la vision de la technique d'Ernst Junger juste après le bulletin d'actualité. Il est 9h, François Bousquet, vous connaissez la règle. Puis après, on revient sur cette vidéo et ce livre donc, de Claude Bourrinet, Journaux de guerre, Ernst Junger dans le ventre du Léviathan aux éditions Perspectives Libres. Vue de haut. Et donc notre conversation était sur la technique, Heidegger, donc philosophe allemand, qui d'ailleurs a eu sa carte au parti nazi avant de évidemment changer de bord. Enfin, de fait, non, mais évidemment ça ne le réduit pas. Et puis notamment donc Ernst Junger Beaucoup ont eu la carte sans partager. Oui, bien sûr. Non, mais c'était pour revenir sur Heidegger et puis Hans, il a été aussi influencé par Hans Jonas et le principe de responsabilité. Vous étiez sur plutôt l'inverse. Hein. C'est plutôt l'inverse, Corentin. Oui, pardon. Oui, c'est plutôt l'inverse. Hans Jonas qui avait. Donc c'est toute cette philosophie allemande en fait, donc sur la technique, réflexion sur la technique et puis sur la modernité. La technique n'est pas technique, enfin n'a rien à voir avec la technique en fait, hein, comme dit Heidegger. C'est une manière de voir, c'est une vision du monde qui relève de la volonté de puissance. Junger a critiqué le nietzschéisme, hein, le vitalisme nietzschéen, lui-même a plongé dedans comme tous les jeunes Allemands issus de la Première Guerre mondiale, mais il en est vite revenu comme Heidegger. J'ai lu le gros pavé sur Nietzsche de Heidegger, qui dit que Nietzsche c'est la phase ultime du nihilisme, c'est-à-dire la volonté de puissance qui est l'avènement du surhomme aussi, hein, de cette même manière. Heidegger oppose à Nietzsche Hölderlin, c'est-à-dire une vision poétique, un accès à l'essence du monde, on va dire, par la poésie, c'est-à-dire ce qui n'est pas technique, hein, Hölderlin. Ben, je crois que Junger est dans cet angle-là, c'est-à-dire il a tout son accès au cosmos, parce qu'il y a aussi une influence de Goethe aussi, hein, chez Junger. Hein. Il parle des mers, hein, et c'est une vision poétique, c'est-à-dire une vision intuitive. Et il essaie de décrypter, parce que pour lui, la nature, le monde, est un réseau de signes. Il s'agit de décrypter les signes. Il a toujours eu le sentiment
d'être agi par des forces supérieures. D'ailleurs, plusieurs détails, plusieurs anecdotes de sa vie sont assez mystérieux. Hein. C'est d'ailleurs, on dirait qu'effectivement, il est de ceux qui passent à travers les balles. Hein. Jünger, hein. Sur cette question de la grande figure du grand auteur, parfois un peu de marbre, hein, du sacre de l'écrivain, vous citiez Goethe, hein, et dans le journal, dans votre lecture du journal, hein, vous faites une comparaison qui est assez juste, puisque entre Goethe et Jünger, on n'a pas évoqué la passion de Jünger pour l'univers microscopique. Hein, c'est essentiel. Voilà, l'entomologie. Et vous comparez un va-et-vient, l'obsession de Goethe hein, pour la question de la couleur, les travaux de Goethe sur la couleur et ceux de Jünger sur les insectes, sur les papillons, qui sont, est-ce que c'est un refuge pour Jünger, les papillons, ou au contraire, c'est précisément le cosmos hein, qui voit à l'œuvre. Et la forêt. C'est un refuge dans le sens où la hutte peut être un refuge. C'est-à-dire la cabane dans la vigne. C'est-à-dire la forêt, la forêt, hein, le recours aux forêts. Et quel titre d'un de ses livres. Alors voilà, sur cette philosophie du recours aux forêts, Claude Bourrinet. C'est une allégorie. Hein. Ça ne veut pas dire que, bon, moi je vis au milieu des forêts, hein, au milieu des rochers, des forêts. Ça fait 30 ans que j'ai quitté la ville. Disons que j'ai pratiqué ce recours aux forêts hein, de manière extrêmement physique. Hein. Je conseille d'ailleurs de prendre un chien pour ça, un chien gaillard. Hein. Mais le recours aux forêts, ça peut se faire aussi dans sa chambre à Manhattan. Le recours aux forêts, c'est-à-dire c'est une sorte de refuge. Ça paraît un peu bourgeois, enfin un peu. Docteur, vous ne parlez pas de refuge, vous parlez d'un havre de paix. Oui. Tout à fait comme dans le Maelstrom, hein, on y revient toujours, mais je fais une référence aussi aux philosophes de l'Antiquité, les stoïciens. Ils n'en parlent jamais de stoïciens, mais moi, j'ai lu les stoïciens, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, etc., et j'ai reconnu Jünger. C'est vraiment... et d'ailleurs, en lisant aussi des ouvrages de théologie, d'ailleurs, vous savez que les entretiens d'Épictète qui ont été annotés par Arrien ont été diffusés dans les monastères sans en changer une virgule. Sauf que à la place de Logos, on mettait Dieu. Mais autrement, ça a été traduit en latin, du grec en latin, et diffusé dans les monastères, mais sans rien changer. C'est-à-dire, on lit Épictète, on a l'impression J'ai lu aussi le Don de Latte, un abbé de Solesmes, avant la guerre, hein, et j'ai reconnu le stoïcisme. C'est-à-dire que quand on oppose le christianisme à la philosophie antique, je crois on est quand même plus ou moins l'objet ou victime des préjugés bourgeois. Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre le christianisme, le stoïcisme, un certain paganisme. J'y retrouve. On le voit assez bien peut-être dans les journaux de guerre de Jünger, précisément ça, puisque vous rappelez, alors sur la question de la conversion au christianisme, hein, elle est tardive, certes, hein, mais la lecture des grands auteurs chrétiens, elle est contemporaine de la guerre, puisqu'il lit 2 fois la Bible. Il a lu 2 fois la Bible. Hein. Pendant la guerre, hein, donc vous le rappelez, 2 fois la Bible pendant la guerre. Est-ce que le mot Teilhard de Chardin, je suis pas un fanatique de Teilhard de Chardin, mais tout ce qui montre converge, hein, stoïcien, christianisme, sagesse. Hein. Oui, enfin, Teilhard de Chardin. Je suis pas fan. Peggy disait tout ce qui est élève sunni. Oui, Peggy disait la même chose en d'autres termes. Ah ben, comme le dit c'est Bernanos, qui dit il faut quand on meurt, il faut être à une échelle supérieure que quand on est né. Hein. C'est-à-dire il faut dans la vie, il faut essayer de ne pas déchoir. Je crois que c'est vraiment extrêmement important.
Et je crois que Junger, cet épisode-là des entretiens d'Épictète où il est question d'un sénateur qui a une toge avec une bordure pourpre. Et un de ses collègues dit ouais, est-ce que je dois descendre sur la scène avec Néron pour jouer la tragédie? Et il lui répond bah vas-y, descends. Ah mais toi pourquoi tu descends pas? Bah, je me suis même pas posé la question. Moi, pour moi, je descends pas. Hein. Je me pose pas la question. Pourquoi? Parce que toi, tu es un fil, comme les autres fils. Parce que moi, j'ai une bordure pourpre à ma toge. Et la bordure tout pourpre, c'est comme la croix du mérite. C'est-à-dire, quand on a la croix du mérite, bah, on n'est pas comme les autres. Et ça, c'est l'aristocratie, hein. C'est-à-dire, noblesse oblige. On peut pas faire comme les autres. C'est impossible. Et plutôt mourir. Est-ce que vous me permettez de revenir à cette question du recours aux forêts? Je pense que c'est une figure à laquelle il est plus facile de s'identifier que l'anarque. Hein. L'anarque a une telle distanciation sur le réel. Hein. Le recours aux forêts, dites-nous-en un petit peu plus. Est-ce que c'est pas non plus aussi un reproche qu'on a pu adresser à Junger? C'est de l'émigration intérieure avec d'autres grands auteurs allemands. C'était une résistance qui était quand même passive, hein, plutôt qu'une résistance active. Hein. Du reste, dans le journal, et vous le citez, il relève des passages où le courage le plus important pour lui, c'est pas le courage guerrier, militaire, c'est le courage civil qu'un Ernst Niekisch, que vous avez cité, qui a été exécuté par les nazis, a illustré. Est-ce que ce recours aux forêts, c'est pas une forme de tenir à distance le politique, la violence du politique, hein? Non. Junger est comme Baudelaire, hein. C'est-à-dire, il est anti-politique en fait. Il est anti-politique comme Baudelaire, hein. C'est-à-dire, il est dégoûté de la politique. D'ailleurs, l'itinéraire est plus ou moins semblable. Baudelaire après 48 et est complètement écœuré par le monde bourgeois, démocratique, la révolution, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose? Bon, il est trop lucide. C'est-à-dire, il voit bien, par exemple, que l'attentat du 20 juillet 1944 a abouti exactement à pire, c'est-à-dire à une sorte de crispation nazie. À un moment donné, il se pose la question de quand on se révolte, quand on prend la tête d'une compagnie, par exemple, pour se révolter, il y a peu d'espace entre le traître et le héros. Si vous réussissez, vous êtes un héros. Par exemple, la révolution de 1917, hein, voilà, on retourne un régiment. Si vous échouez, vous êtes un traître. Et quand on est familier des écrits de cette époque, on s'aperçoit que l'obsession du traître, à partir du coup de couteau dans le dos là de 1918, hein, bon, c'est quelque chose qui est récurrent dans la société allemande. Alors il y a des moments, on peut rien faire. Moi, à mon avis, actuellement, à mon avis, on peut rien faire. On est dans les basses eaux. Il y a que quelque chose. Je serais d'accord avec Rod Dreher dans le Paris bénédictin, c'est-à-dire, voilà, on revient aux sources, on essaie d'enrichir sa vie intérieure et se faire des amis, voire créer des familles, etc. Et puis recommencer à zéro. Enfin, c'est la destruction de la pastorale et puis des diocèses. Mais bon, enfin, c'est une autre vision. Mais je voulais juste revenir sur ce que vous dites parce que vous dites il est anti-politique Ernst Junger. Mais est-ce que vous pensez pas qu'à un moment il a quand même été un petit peu récupéré et notamment par cette arsouille de François Mitterrand qui voilà, on sait qu'il le voyait régulièrement et il aimait bien montrer François Mitterrand qui avait une véritable amitié franco-allemande qui on le sait, n'existe que du côté français. Junger a quand même écrit La paix. Oui, mais quand on lui demande qu'est-ce que vous regrettez le plus de la Seconde Guerre, de la Première Guerre mondiale, c'est de l'avoir perdu. Donc il était pour une Europe unie. La réconciliation franco-allemande, il a toujours été pour parce que il est quasiment français. Enfin, dans sa sensibilité. Il lit quand même tellement des réaux. Mais moi, je l'ai lu là
c'est difficile, hein. Difficile de lire tellement des héros, hein. C'est quand même dans une langue assez ardue, hein. Il a beaucoup écrit sur nos Il y a auteurs. un moment où on est obligé de passer au-dessus de tous les. Oui, de tous les calculs, C'était Mitterrand, de tous les calculs mais c'était politiques. aussi la France. Oui. Oui, Donc c'est il ça. était Oui, oui, peut-être même au-dessus il était au-dessus. des politiques. Mm. Alors Claude Brunet, moi je vois que évidemment l'horloge tourne. Je voulais demander pour les auditeurs, vraiment pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Ernst Junger, quel livre vous conseillerez absolument de lire d'Ernst Junger? Parce que alors il y a évidemment Orage d'acier sorti en 1920, il y a Sur les falaises de marbre de 1939, mais il y a aussi Le cœur aventurier, Jeu africain. François Bousquet, vous avez parlé du travailleur. Quel livre vous conseilleriez absolument à nos auditeurs, un livre d'Ernst Junger? Le premier que j'ai lu de Ernst Junger, c'est Sur les falaises de marbre. Sur les falaises de marbre, c'est. Mais qui est très allégorique, qui est pas le plus facile à lire quand même. Mais ouais, mais non, c'est très poétique. Il faut le prendre. Il faut essayer d'oublier la politique. Alors là, je suis un peu provocateur, mais voir le livre d'un point de vue politique. Quand Julien Gracq, alors c'était en 1942, je crois, sur un quai de gare, en plein hiver, il s'assoit sur un banc. Alors, il n'y avait pas de trafic à l'époque, il n'y avait pas de voiture qui passait, hein. Comme disait Paul Léoto, c'était l'avantage de l'occupation. Il n'y avait pas beaucoup de trafic. Enfin, je veux dire, trafic automobile, hein. Il lit Sur les falaises de marbre, mais alors, en continu, enfin, il est complètement absorbé par ça. Et ça a été une sorte de vertige, hein. Après, bon, ça a donné, il paraît que le rivage des Sirtes viendrait un peu de là, pas tout à fait. Quand on lit le rivage des Sirtes, c'est pas exactement ça. Mais moi, bon, j'écris un livre sur Julien Gracq là. On vous réinvitera alors pour en parler. Je comprends très bien Julien Gracq, hein. On va finir là-dessus. Donc sur Orage d'acier évidemment, et puis donc sur les falaises de marbre. Sur les falaises de marbre. Oui, et puis évidemment Journaux de guerre, Ernst Junger, Dans le ventre du Léviathan, votre dernier livre aux éditions Perspective Livre. Merci à vous Claude Bourrinet, puis merci à vous beaucoup. Merci à vous François Bousquet. Je rappelle François Bousquet que vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous êtes notre partenaire du mercredi.